Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue, bonsoir et bienvenue, surtout à tous les internautes qui ne cessent jamais de nous suivre. À partir, je ne sais pas de quel coin de la République où vous vous retrouvez. Les amis qui sont en Afghanistan, nous vous disons bonjour. Ceux qui sont en Europe, nous vous disons bonjour. Ceux qui sont en Afrique du Sud, également, nous vous disons bonjour. Surtout, likez et abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais rater aucune vidéo. Le décryptage de ce jour va s'atteler plus sur la formation du gouvernement Toulouka, la première femme à être nommée Premier ministre en République démocratique du Congo depuis l'époque coloniale. Alors, la première femme qui vient trouver un pays où tous les secteurs de vie sont prioritaires. Alors, par où va-t-elle commencer? Par où va-t-elle marteler pour que la République démocratique du Congo puisse se relancer comme d'autres pays à travers le monde? Ce sont des questions que nous allons décortiquer ou décrypter dans ce numéro, dans ce tout premier numéro avec Maître Monfils Mutombo, avocat de son État, également chercheur en droit économique de l'université de Lubumbashi. C'est lui qui sera notre invité sur ce plateau. Maître Monfils, bonjour, bonsoir, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, monsieur Arnold. Juste une petite correction, je suis encore défenseur judiciaire, maître bien évidemment, et je suis chercheur en droit économique congolais. Voilà, oui. voilà. Maître Monfils, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Voilà. Judith Toulouka nommé Premier ministre, c'est pour la première fois dans notre pays qu'une femme gouverne l'exécutif national avec beaucoup de défis. Maître Monfils, dites-nous, est-ce que Judith Toulouka est-elle l'homme ou la femme de la situation pour ce pays? Moi, je pense effectivement que Madame Judith Toulouka, elle sera bel et bien la femme de la situation. Pourquoi j'ai toujours dit ça? Dans la vie, il y a toujours l'alternative. Si on a essayé avec l'homme et que ça n'a pas tenu, je crois que Dieu, dans son bon vouloir, a voulu qu'il y ait juste deux sexes, sexe masculin et sexe féminin. Regardez la performance de l'homme qui n'a pas réussi, et c'est seulement la femme qui pourra réussir la mission, la lourde tâche de relever la République démocratique du Congo depuis l'indépendance qui est devenue un canard boiteux. Il n'y a rien qui démontre que dans le monde, ce ne sont que les hommes qui sont des meilleurs gestionnaires. Pour votre information, il y a des femmes dans le monde qui ont démontré de quoi elles sont capables et nous croyons que cette dame va aussi surprendre bon nombre de Congolais. Ça, je le crois. Parmi les conditions émises par la Première ministre, lors de ces consultations, elle nous parle de l'expérience et du professionnalisme. Qu'est-ce qu'elle veut insinuer par là? Revenir à ceux qui ont déjà été une fois ministres dans ce pays? Ou parce que pour avoir de l'expérience ministrable, il faut une fois déjà ministre. Est-ce qu'une façon de pouvoir demander aux autres apprenants de ne plus avoir l'ambition de penser d'intégrer le gouvernement Toulouka? Non, moi je ne pense pas cela. Madame Judith a d'abord voulu montrer que quand on vient pour gérer la République, on doit quand même avoir même un petit rien, monsieur le journaliste. Moi, je ne pense pas que nous devons avoir la République où chacun doit avoir des ambitions démesurées. Il est vrai qu'il n'y a aucune école dans le monde où on apprend les gens à être ministres. Donc, où on apprend quelqu'un à être... Il faut passer par le cabinet. Il faut passer par le cabinet, bien sûr. Quand cette dame, déjà, la première ministre, vous dit qu'il faut avoir l'expérience, nous croyons que la dame n'a pas voulu faire quoi? De l'amitié. Donc, elle veut vraiment s'atteler à l'expérience pour que nous puissions avoir quand même un élan pour notre pays qui a souffert il y a trop longtemps. Vous avez souligné qu'elle est une dame, peut-être le profil rassurant pour le décollage de ce pays qui a longtemps souffert, alors que, commençons d'abord par le secteur de la justice. Un secteur décrié maintes fois par le président de la République dans toutes ses sorties, et même la dernière sortie médiatique devant les journalistes. Le président a également décrié la justice congolaise. Parce que vous êtes chercheur, par où va-t-elle commencer pour redynamiser ce secteur aussi vital pour la République, pour notre pays? Ce secteur, il y a un élément très important que le président de la République avait épinglé lors du 60e anniversaire de notre pays.
que les gens semblent oublier. Le président vous dit que selon l'Association internationale des magistrats, il faudrait qu'il y ait un magistrat sur 5000 habitants. Mais en cas d'espèce pour notre pays, nous ne sommes pas jusque-là la moitié. Ça, c'est un aspect très important que les Congolais ont censé oublier. Or, avec le recrutement des 4000 magistrats qu'il y a eu récemment, je crois que l'appareil judiciaire est en train de s'améliorer petit à petit. Quand cela ne tient, il faudrait aussi que les dirigeants de la République puissent aussi prendre ces bâtons de sanctions, puisque je pense qu'il n'y a que les sanctions qui peuvent bien améliorer la société. Il est bien de décrier que la justice est malade, mais dès lors qu'il n'y a pas de sanctions, qu'il n'y a pas de révocation des magistrats qui commettent des bêtises, je crois que ça ne sera que des chansons qui seront chantées, alors qu'il n'y a personne qui va aussi répondre à cette chanson-là. Et si je vous comprends mieux, vous insistez sur la sanction, que ça soit sévère. Nous avons vu qu'il y a eu des sanctions, mais il n'y en a pas changé. Il faut qu'il y ait des sanctions sévères, notamment la révocation. Et croyez-vous qu'avec la révocation, on pourra ramener la justice sur le bon rail? Effectivement, j'ai parlé de deux volets. De l'autre côté, il y a aussi les personnels même qui doivent administrer la justice, qui sont vraiment à la hauteur. Est-ce que le nombre même de magistrats qui doivent dire ce droit, la justice au sein de la société, est-ce que ce nombre-là équivaut? Ouais, c'est aussi un problème. Et la procédure, l'on a lancé autrefois 5000 magistrats. Oui. Et cela, c'est après plusieurs décennies. Plusieurs décennies, avec exactement. Un pays qui semble être un canard boiteux, pensez-vous qu'il y aura encore une autre opération de recrutement? Effectivement, c'est ça. C'est donc le nouveau gouvernement doit aussi s'y atteler, puisque quand vous faites le calcul selon ce que je vous dis, notre pays est estimé à 100 millions d'habitants. Et si vous faites le calcul selon le ratio international des magistrats, il faut un magistrat pour 5000. Donc vous comprenez que notre pays doit nécessairement avoir, doit nécessairement avoir au moins 15 000 magistrats. Alors que, selon les statistiques, nous sommes jusque-là à 4 ou 5 000 si je ne me trompe pas. Donc nous devons encore recruter beaucoup de magistrats. Et cet même recrutement va aussi en termes de l'emploi qu'on doit donner aux jeunes juristes qui terminent encore les universités dans ce domaine du droit. Est-ce que la République sera à la hauteur pour prendre en charge, parce que vous nous parlez selon les estimations internationales, un pays comme le nôtre, il faut au moins 15 000 magistrats. Est-ce que la République sera à même de le prendre en charge comme il se doit, dans des conditions admissibles pour qu'ils disent le bon droit? Bon, les problèmes jusque-là, dans chaque société, il faut d'abord poser les actes. Et à partir de l'acte que vous posez, c'est là que vous aurez maintenant des solutions à pouvoir y parler. Je vous donne récemment ici, avec la gratuité de l'enseignement. Tout le monde a décrié, on ne pouvait pas. Aujourd'hui, on est en train de répondre petit à petit. Et tout le monde semble maintenant oublier que la gratuité y est déjà. Donc c'est ça le problème. Il faudrait nécessairement que si il y a un problème d'homme, pour que l'effectif d'abord des magistrats qui doivent bien administrer la justice pose problème, qu'on en recrute d'abord, puisque quand on recrute les magistrats, nos jeunes qui viennent de terminer dans les universités, pour eux c'est l'emploi déjà, vous voyez. De l'autre côté, on a répondu à un autre problème de l'emploi. Vous voyez, et de l'autre côté aussi, on est en train de répondre, bien qu'il y a des problèmes de moyens, de logistique qu'on peut mettre à la disposition, on va y aller mollo, et c'est comme ça qu'on peut avancer dans une société, plutôt que ne pas agir. Voilà. Maître mon fils, selon vous, quel doit être le format d'abord du gouvernement Toulouka? Nous avons vu Sama 1, Sama 2, s'anager dans des soixantaines de ministres. Oui. Avec Ilum Kamba, c'était encore dans des soixantaines de ministres. Avec Toulouka, selon vous, quel doit être le format? Faut-il maintenir le format soixantaine, cinquantaine, ou il faut réduire davantage? Bon, personnellement, moi, je n'ai jamais été d'avis qu'il faudrait réduire les tailles du gouvernement, puisque nous avons d'abord un grand pays, la RDC, avec au moins 400 ethnies. Vous voyez un peu. Donc, quand vous avez un pays du genre où il y a vraiment 400 ethnies, plusieurs langues, c'est tout à fait vraiment impossible de pouvoir réduire la taille du gouvernement. C'est ce que nous avons déjà hérité par le passé. Donc, je pense que de ce côté-là, Madame la Première ministre n'a pas à pouvoir frustrer les uns ou les autres. Donc, il ne faut pas réduire le format. Je ne pense pas que la réduction du format sera... Il faut qu'il y ait la représentativité. Il faut qu'il y ait la représentativité, puisque nous avons beaucoup des ethnies, et il faudrait aussi qu'il y ait une représentativité au niveau du gouvernement. Et avec la consommation presque de tout le budget par les institutions au détriment de la population. La consommation, bien sûr, il faut travailler
Puisque quand on travaille, même si vous consommez plus que vous travaillez, cette consommation n'aura pas d'effet. C'est que moi je demande que s'il y a ce gouvernement qui va commencer, que ce soit un gouvernement des travailleurs, des gens qui peuvent, dès qu'il est 8 heures, il est déjà au travail, et dès qu'il est 16 heures, il respecte le temps du travail. C'est ça ce que nous pouvons faire dans notre pays. Voilà, le gouvernement Toulouka arrive, maître mon fils. Nous avons essayé de brosser le secteur juridique. Qu'est-ce qui doit être d'abord prioritaire par rapport à Madame Toulouka, pour qu'elle puisse marquer ce pas, ce nouveau pas en tant que Premier ministre? Qu'est-ce qui doit être priorité? La priorité des priorités dans ces 100 premiers jours après son investiture par le Parlement. Bon, dans le 100 premiers jours, moi je pense que Madame Toulouka puisse-t-elle vraiment s'atteler à l'économie. Je pense que ça pourra vraiment lui aider à pouvoir un peu soulager tant soit peu le peuple congolais. Puisque rappelez-vous que lors de la campagne, nous avons vu partout où aller le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, on lui questionnait toujours sur le taux d'échange. Les taux des dollars, les taux des dollars. Donc tout le monde en est marre avec l'inflation monétaire. Donc je pense que dès que le gouvernement commence, et que si elle s'attelle en tant qu'économiste, puisqu'elle est économiste, elle a des atouts, elle a des expériences, si elle commence par là, je crois qu'elle va vraiment soulager tant soit peu le peuple congolais dans sa majorité. Entrons dans le fond de votre point. Vous avez parlé de qu'elle doit s'atteler sur le plan économique. C'est vraiment vaste. Hein? S'atteler sur le plan économique, par où placer le point, par où placer les I et par où placer le E et le Z dans le secteur économique. Dans le secteur économique, je pense que parce que vous avez parlé de l'inflation monétaire. Effectivement. Oui, c'est une évidence. Mais par où va-t-elle appuyer le bouton pour ne fût-ce que jouer à ce fléau qui crée de la merde dans le chef des Congolais? Je crois que Mme Toulouka peut solliciter auprès de l'Assemblée nationale des instruments juridiques qui peuvent lui aider à faire la réforme monétaire. Ça, qu'on ne s'efface pas, qu'on ne se voile pas la face. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, je vais d'abord vous dire qu'il n'y a aucun opérateur économique ici en RDC qui peut faire que les francs congolais que nous avons aujourd'hui puissent constituer ses caisses ou bien son épargne. Donc tout le monde se méfie maintenant avec notre monnaie congolaise. Alors il faudrait que Mme Judith, aussitôt qu'elle commence le travail, qu'elle puisse vraiment solliciter du Parlement des lois qui peuvent vraiment lui aider à pouvoir réformer notre monnaie. C'est-à-dire de monétiser le franc congolais, passer à une autre monnaie? Oui, évidemment, ça ne doit qu'être ça. Je vous dis que depuis qu'il y a cette guerre de la Russie avec l'Ukraine, cette guerre, ça a presque déclenché tous les bouleversements dans les économies de tous les pays du monde. Donc, pour ceux-là qui sont conscients et qui voient qu'il y a un danger qui les regarde, ils sont en train de réformer leur monnaie. Je peux vous parler de l'exemple du Zimbabwe, qui est en train déjà de réformer la monnaie. Vous entendez le Sénégal avec le nouveau président, c'est à l'ordre du jour. Aussitôt qu'il est investi, directement, il parle déjà de faire la réforme monétaire. Et pensez-vous que c'est une des stratégies pour stabiliser la monnaie? Effectivement, c'est une des meilleures stratégies. On ne peut pas faire semblant quant à ce, puisque c'est tout le monde qui en parle. Je venais de vous le dire pour ne pas me répéter. Quand vous avez un candidat président de la République qui bat campagne et tous les électeurs lui opposent le problème des taux d'échange, donc vous allez comprendre que ça devait être vraiment primordial. Donc, Madame la Première ministre doit normalement se focaliser sur ce que voulait le peuple congolais du moment où les gens battaient campagne pour être élus. Puisque même les opposants en ont parlé, le président même en a parlé. À ce stade, Mme Toulouka et son gouvernement ne seront pas à même de compresser aujourd'hui la dépréciation de notre monnaie, réduire, ramener ou rabaisser le niveau de la dépréciation de notre monnaie? Ce n'est pas un travail qui pouvait être fait en lieu et place de réformer la monnaie. Non, il y a un problème aussi sérieux, puisque notre pays a adopté pour le régime d'échange flottant. Or, le régime d'échange flottant marche toujours avec les pays qui sont déjà plus avancés en termes de développement. Vous avez comme la Chine a cette
régime d'échange flottant, mais les pays qui sont en voie de développement, normalement, ne devaient pas adopter pour ce régime. Vous voyez? Puisque les régimes de taux fixes pourra quand même faire qu'il n'y ait pas beaucoup de dégâts en termes d'inflation. Et ça rassure les investisseurs nationaux et ça favorise aussi les transactions internationales. Vous voyez? Donc, moi, je pense que la Première ministre, dès qu'elle est là, si vraiment elle s'attelle sur ça, je crois que ça pourra surprendre bon nombre de Congolais pour voir que cette dame, elle est la seule dame qu'on avait besoin pour... Et ça ne peut pas être également même une initiative d'un député qui peut soulever une proposition de loi dans ce sens pour aider la Première ministre? Jusque-là, je vous dis que y a un problème sérieux où j'ai remarqué que bon nombre de Congolais sont un peu distraits. Mais avec les élections, ça nous a aidé quand même à pouvoir comprendre que la population congolaise a soif de quelque chose. Et quelle est cette soif qui a été manifestée lors des campagnes? C'était le taux d'échange. Donc tout le monde voulait voir notre monnaie être stable. Mais de l'autre côté, j'ai vu que durant toute une décennie, les dirigeants congolais ont fait abstraction à cela. Mais alors que la majorité silencieuse qui est le peuple congolais a d'abord besoin de voir leur monnaie être stable. Donc c'est très important, là j'insiste là-dessus. Et croyez-vous que ça ne peut pas aussi nous tirer à longueur de temps? Lorsqu'on parle de la réforme monétaire, ça peut nous tirer 2, 3, voire même 4 ans pour y arriver, dans un pays comme la RDC, avec tout ce que nous avons comme difficulté? Mais nous en avons eu avec Mosé Laurent Désiré Kabila. Aussitôt qu'il est venu ici en 1997, il a trouvé les Zaïre. Mais là, c'était la table rase. Effectivement, quand il est venu avec le franc congolais. Donc, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, les Congolais, si vous leur demandez de Mosé, ils peuvent vous parler de ça. Ils vous diront que lorsque Mosé est venu avec le franc congolais, les histoires étaient à moins cher, on mangeait bien tout ça. C'était quoi? C'était dû à cette politique monétaire. Quand vous commencez une bonne politique monétaire, cela va même déclencher aussi donc le social d'une manière générale. Vous voyez? Donc c'est très capital pour notre pays en ce moment-ci. Et donc aujourd'hui, le gouvernement Toulouka, sur le plan économique, il faudrait qu'il commence par la réforme monétaire. Effectivement. C'est ce que je pense. Et autres secteurs? Bon, effectivement, comme vous venez de le dire, vous savez que nous sommes dans un pays où le chômage n'est pas plein. Moi, j'aimerais que la dame, aussitôt qu'elle va commencer, elle doit nous chercher d'abord un ministre. Le ministre de l'Emploi doit être quelqu'un qui soit capable de pouvoir travailler, et non pas un dormeur. Puisqu'à un certain moment, vous avez un pays comme la RDC, il n'y a pas de l'emploi, mais tout le monde s'acharne contre le Premier ministre, alors que nous avons le ministre de l'Emploi, qui n'a jamais travaillé, à qui on n'a jamais demandé de démissionner. Vous voyez? Donc moi, j'aimerais que cette fois-ci, si la dame peut nous chercher un bon ministre de l'Emploi, il pourra travailler ensemble. Un professionnel qui a de l'expérience. Il a de l'expérience. Et professionnel en même temps. Il va travailler ensemble avec le ministre de la Jeunesse pour essayer quand même de désengorger. Et également avoir aussi un ministre de la Jeunesse dynamique. Effectivement. Pas comme le sortant. Bon, on ne peut pas juger le sortant. Il a bien fait son travail, selon le rapport que nous avons. Et nous attendons maintenant que cette nouvelle équipe qui sera mise en place pour voir qu'il sera récompensé, il va encore revenir ou bien ça sera une autre personne. Maître mon fils, nous tendons déjà vers la fin de notre premier entretien, le décryptage sur le gouvernement Toulouka, le format, nous avons évoqué les priorités. Ici, Maître mon fils nous parle de la priorité, que ce soit le secteur beaucoup plus économique, parce que c'est ce qu'attendent tout le Congolais, également l'emploi qu'il faudra créer. Un pays comme la RDC doit avoir... ça c'est l'idée qui me vient en tête. Le chef de l'État, Deva Lonem, dans une de ses sorties, je crois, il y a une activité qui s'est passée récemment à Kinshasa. Le chef de l'État a promis de pouvoir créer, je crois, environ 4 millions d'emplois ou 5 millions. Des histoires comme ça qu'il a promis. Dites-nous, par quel mécanisme va-t-il arriver? Mais c'est cela ce que j'étais en train de vous dire. S'il y a une bonne politique monétaire qui est instaurée dans un pays, cela va attirer d'abord les investisseurs à venir investir dans ce pays-là. Aussitôt que les investisseurs viendront, donc c'est l'emploi qui va se créer automatiquement. Mais le gouvernement a aussi cette responsabilité au travers le ministère de l'Agriculture, qui a toujours été un grand ministère dans chaque pays qui se veut développer.
Puisqu'avec le ministère de l'Agriculture, là on peut créer beaucoup d'emplois. Alors que malheureusement, c'est un ministère abandonné ici. Abandonné exactement. Il y a un budget d'environ 2% sur le budget national. Un budget moindre exactement comme vous le dites. Oui. Pourtant, si vous voyez dans des grands pays du monde qui veulent se développer, ils doivent vraiment se concentrer sur ces grands ministères et donner beaucoup de budget à ces ministères afin qu'ils puissent vraiment développer ces secteurs qui engendrent beaucoup des activités et aussi même de l'emploi de la jeunesse. Mais chez nous, ce ministère a été abandonné. Je pense qu'avec ce gouvernement, ils peuvent vraiment revisiter leur budget pour voir que ce ministère puisse aussi avoir beaucoup de moyens financiers qui peuvent aussi le permettre à pouvoir beaucoup travailler, puisque dans l'agriculture, il y a tout le développement qui est là-dedans, M. Arnold. Voilà, Maître Monfils, je crois que ce n'est pas la dernière fois que nous serons avec vous sur ce plateau. Nous allons décrypter au fur et à mesure que l'actualité évolue, notamment sur des questions économiques, parce que vous êtes chercheur en droit économique de l'université de Lubumbashi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. En même temps, je profite aussi de l'occasion pour parler à toutes les femmes congolaises que la RDC a une histoire nouvelle qu'elle veut maintenant écrire avec vous. Donc, elles doivent maintenant serrer leur ceinture pour nous montrer de quoi elles sont capables, puisque cette fois-ci, on ne parlera pas encore de la marginalisation au sein de la classe politique de la femme congolaise. Cette fois-ci, c'est la parité à l'excès. La parité à l'excès. À l'excès même. Effectivement. Et je crois qu'il n'y a pas aussi d'autres hommes qui pourront aussi se déclarer être marginalisés. Puisque la femme qui a toujours été marginalisée dans tous les pays du monde, aujourd'hui, on voit que la RDC a fait un pas de plus pour reconnaître la place de la femme dans nos institutions. Et je crois que c'est la meilleure des choses que nous avons pu avoir avec joie pour cette année-ci. Voilà. Merci, Maître Monfils. Nous disons merci à Jobos Ngandou qui était derrière les machines ainsi que toute l'équipe. Nous vous disons merci. Je demande une fois de plus à tous les internautes de pouvoir s'abonner à cette grande chaîne de télévision qui se fait l'objet ou l'obligation de vous informer sur toute l'actualité en République démocratique du Congo. Voulez-vous être informé de tout ce qui se passe en RDC? Vous êtes Congolais vivant en Europe, en France, Congolais vivant en Belgique, aux États-Unis. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. À travers ce magazine de décryptage, vous serez informé sur tout ce qui se passe en RDC. Et là, je vous rappelle que l'Assemblée provinciale du Lualaba a déjà son bureau définitif. Et ce vendredi, ça sera le tour de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Je reviendrai avec beaucoup plus de détails pour vous donner le nom des animateurs de toutes les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Je vous promets, abonnez-vous sur notre chaîne pour ne jamais manquer aucune vidéo. Alors, merci. Je vous retrouve dans un autre numéro de décryptage tel que je vous ai promis. Alors, restez branchés. Merci.